Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui une personnalité que certains appellent affectueusement un jeune premier. Il est le Benjamin de l'actuel gouvernement de la République démocratique du Congo, où il assure le portefeuille de ministre de l'Industrie. Monsieur Germain Kabinga Katomba est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci beaucoup à vous aussi. Comment se porte l'industrie congolaise aujourd'hui? Écoutez, la République démocratique du Congo fait face à une industrialisation en perspective un peu plus que dans la réalité actuelle. Parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous avons pendant de nombreuses années vécu une désindustrialisation. Je parle de perspective parce que la problématique industrielle est une problématique structurelle et non conjoncturelle. Nous avons détruit notre industrie à cause de la politique. N'oublions pas qu'au début des années 90, la République démocratique du Congo avait plus de 8200 industries, mais qu'à la faveur du processus de démocratisation et des convulsions politiques et sociales, ville morte, pillage, nous avons perdu tout notre tissu industriel pour n'en avoir en 2001 que moins de 150. Donc vous estimez qu'il faut reconstruire tout cela aujourd'hui? Il faut reconstruire l'industrie congolaise. Nous avons atteint, grâce aux différentes réformes amorcées par le président de la République, aujourd'hui un niveau d'à peu près 350 industries. Il y a eu 200 industries qui se sont créées en une dizaine d'années, ce qui n'est pas suffisant. Nous tenons le cap en réalité. L'industrie est une problématique structurelle et non conjoncturelle. L'industriel, lorsqu'il vient investir, il vient pour le long terme. Ce n'est pas du négoce. Il vient pour poser ses valises. Et à partir du moment où l'industriel, au sens historique du terme, cet aventurier qui viendrait prendre le risque, n'existe plus et que les capitaux internationaux appartiennent dorénavant à des groupes d'individus, d'actionnaires anonymes, il est de moins en moins évident, lorsque le risque pays n'est pas amoindri, lorsque l'environnement économique, l'environnement des affaires n'est pas transparent, de pouvoir attirer des investisseurs. Mais pour y arriver, est-ce qu'il existe aujourd'hui une vraie politique d'industrialisation? Une véritable politique d'industrialisation, bien sûr. Le point de départ, c'est des réformes de fond. La première réforme la plus importante, c'est celle qui consiste à améliorer l'environnement économique des affaires. Ratification de l'acte uniforme de l'OHADA, le guichet unique, ça veut dire que dorénavant, en République démocratique du Congo, une entreprise se crée en 2 ou 3 jours. Donc vous facilitez les formalités. Les formalités, alors que précédemment il fallait des mois. Amélioration du système financier avec l'émergence de nombreuses banques et la vigilance de la Banque centrale pour faciliter l'accès au crédit, mais aussi pour l'expatriation des bénéfices des entreprises qui viennent s'installer en République démocratique du Congo, la mise en place des zones économiques spéciales dont j'ai la responsabilité. La phase législative et réglementaire est terminée. Nous sommes dans la phase de mise en œuvre avec tout ce que cela comporte comme avantage pour les investisseurs. La prospection à l'international, c'est une responsabilité du ministre de l'Industrie pour le redressement productif. Ça veut dire toutes les industries qui existaient en République démocratique du Congo et qui ont fermé la porte suite aux convulsions politiques des années 90, nous avons un cahier de charges à l'international pour que tous ceux qui désirent venir en République démocratique du Congo reprendre ces entreprises reviennent. Vous parlez de convulsions politiques dans les années 90, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Quelles sont les mesures qui sont prises aujourd'hui pour qu'on ne retombe pas dans ces travers, justement? La prévention, et c'est le rôle qui est celui du ministre de l'Industrie, c'est de rappeler à tous les acteurs politiques congolais, au peuple congolais, que le chômage abyssal que nous avons connu et que nous connaissons encore d'une certaine manière dans notre pays est le résultat de la désindustrialisation. La démocratisation ne joue-t-elle pas aussi un rôle dans ce secteur-là? Parce que l'investisseur veut investir quand même de quelque part où il y a stabilité. Nous n'avons pas l'épargne longue. La plupart des pays sous-développés, d'ailleurs, n'ont pas d'épargne longue pour financer eux-mêmes des grands projets industriels. Ils ont besoin pour cela de l'investissement direct étranger. Aujourd'hui, les fonds proviennent de groupes anonymes qui regardent des indicateurs très précis, Doing Business, Mo Ibrahim, et le rôle qui est celui du gouvernant ou des gouvernants d'une manière générale, dans les pays comme les nôtres, c'est d'améliorer les indicateurs vus de l'extérieur. C'est le travail qui a été fait. Oui, mais ces indicateurs dont vous parlez, oui, c'est ce qui est général à tous les pays. Mais la spécificité du Congo, la question est de savoir, est-ce qu'on n'est pas toujours dans une zone de turbulence dans ce pays aujourd'hui? Nous sommes une particularité.
Particularité parce que d'un côté, vous avez l'immensité de nos potentialités, mais particularité parce que vous avez également la convalescence d'un État qui essaye de renaître. À la différence de nombreux pays africains, il ne faut pas oublier, Baby Lasboton, que nous avons eu notre première élection avec 15 ans de retard. Ça veut dire que la plupart des pays, Bénin, Togo, Gabon, Cameroun, après le discours de la Baule, ont eu des conférences nationales qui ont abouti aux premières expériences démocratiques. Nous, on avait 15 ans de retard. Et dans les entrefaits, il y a eu une guerre, une quasi-balkanisation consacrée du pays et il a fallu tout reconstruire. Le président de la République a repris ce pays lorsqu'il était en cendres. Il a fallu reconstruire des institutions, c'était la première étape. Nous avons évolué et nous sommes dans la reconstruction économique. Les efforts sont faits avec une stabilité macroéconomique qui nous permet aujourd'hui, face aux chocs exogènes, d'avoir de la résistance. Mais nous ne sommes pas encore prêts, ça c'est une évidence. Les efforts doivent continuer. Et c'est bien pour ça que malgré, si vous voulez, les atermoiements d'ordre politique, le gouvernement de la République dirigé par le Premier ministre, Matata Ponyo, reste concentré sur les aspects de gouvernance économique, les aspects de gouvernance industrielle, parce que nous considérons que plus que jamais, l'économique et le social doivent être le sabord qui permettront demain à notre pays, en même temps que l'évolution du processus démocratique, d'aspirer à cet horizon d'émergence qui est le cap dressé par le chef de l'État. C'est vrai que vous êtes en train de faire des réformes aujourd'hui, c'est tout à votre honneur, mais le vrai problème, c'est de savoir le moment choisi, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut baliser un certain nombre de terrains et on constate aujourd'hui que sur le plan politique, il existe encore une certaine instabilité, surtout par rapport à l'actualité qu'on vit aujourd'hui. Est-ce qu'on ne gagnerait pas à régler ce problème-là d'abord avant de penser réellement qu'est-ce qu'on veut faire? Mais Baby Lasboton, sinon, si d'autres personnes viennent remettre en cause et balayer tout de revers de la main. Nous n'avons pas le choix. Oui. Nous sommes un pays immense avec plus de 75 millions d'habitants. Nous avons l'obligation de travailler dans la simultanéité de l'amélioration des indicateurs sociaux, de l'amélioration des indicateurs économiques et financiers, mais aussi du renforcement du processus démocratique. Abandonner l'un pour l'autre, c'est ouvrir la porte au chaos. Imaginez un seul instant qu'aujourd'hui, les efforts du gouvernement n'étaient plus faits pour payer les 1 200 000 fonctionnaires que nous avons à payer chaque mois. Oui, Baby Lasboton, la République démocratique du Congo, c'est 1 200 000 fonctionnaires à payer. Et je crois qu'en soi, c'est déjà un problème. Nous sommes obligés de... Il y a trop de fonctionnaires, vous voulez dire? Il n'y en a pas trop, il y en a beaucoup, parce que nous sommes un grand pays. Je veux dire, si vous comparez la problématique... Donc c'est à la taille de la population. C'est à la taille de la population. Plus d'1 million de fonctionnaires, c'est à la taille de la population. Et des richesses du pays aussi. C'est à la taille de la population. Les richesses, elles sont potentielles. N'oublions pas que nous sommes un pays sous-développé ou plutôt en voie de développement. Ce qui est une aberration. Ce n'est pas une aberration, c'est une réalité historique. Oui, mais nous ne sommes pas le seul. C'est une réalité historique, mais on pourrait faire mieux. Ne comparez surtout pas avec d'autres pays qui n'ont pas autant de richesses, mais qui ont fait mieux. Nous pouvons comparer avec tous les autres pays parce que nous avons la même histoire coloniale, nous avons la même histoire politique quasiment, mais la République démocratique du Congo pourrait bien au contraire, avoir une excuse et considérer que le processus de démocratisation a eu 15 ans de retard, ce qui justifie, ceci expliquant cela, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un processus jeune de 10 ans, mais les résultats sont tout de même là. Ça veut dire que nous n'avons plus les 300-400 mois de salaire impayés des fonctionnaires, nous avons une inflation qui est maîtrisée à moins de 2%, nous avons une croissance qui était à 9% en 2015, mais avec le choc exogène lié à la chute des matières premières, nous sommes à 4,5%. Nous pensons que si nous arrivons à traverser le cap de 2016 dans la sérénité, sans qu'il y ait trop de casse, la République démocratique du Congo va vous étonner pour offrir à toute l'Afrique. D'autres personnes ont rêvé avant vous et pourtant se sont heurtés à quelque chose. Non, Baby Lasboton, ne parlez pas de rêve. Moi, je vous parle de chiffres. Oui. Je vous parle de chiffres. Aussi. Des industrialisations, des économies, des croissances du Congo en 2001. Aujourd'hui, nous avons un taux de croissance qui, si nous faisons une moyenne sur les 5 dernières années,
est de 7%. Par rapport au taux de croissance, les populations ne l'entendent plus de la même manière parce qu'on les a bassinés avec des taux de croissance et à l'arrivée, ils constatent qu'ils sont toujours dans la même pauvreté et dans la même précarité. Par conséquent, le taux de croissance ne passe plus aujourd'hui. Non, le taux de croissance est inévitable comme indicateur d'évolution parce que c'est l'agrégation des richesses créées par le pays. Mais ce n'est pas un taux de croissance qui permette effectivement de renverser la courbe du chômage. C'est pour ça que les efforts doivent être poursuivis. Nous étions à moins 10% de croissance lorsque nous arrivons, Babylas Botton, à avoir un taux de croissance moyen sur les 5 dernières années de 7%. Je ne dis pas que c'est une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire pour offrir des perspectives. Nous avons besoin de 15 à 20%. Vous dira, ces conditions de vie n'ont pas changé depuis la nuit des temps et par conséquent, il n'entend plus ces chiffres macroéconomiques de la même manière. Mais c'est un défi qui nous est opposé et c'est pour ça que nous sommes au travail. Au lendemain des indépendances, il y avait 2500 sociétés industrielles au Congo. 9500. 9500, oui. Justement. Oui. Et à l'arrivée, aujourd'hui, il y en a à peine 350. Exactement. 350. Est-ce que par rapport aux efforts que vous finissez aujourd'hui, vous voyez que ça redécolle? Est-ce que l'industrialisation a repris depuis peu? La limite de notre démarche, c'est la contrainte politique. Parce que les investissements étrangers dont nous avons besoin pour faire mieux sont effectivement hésitants en ces périodes-ci. Mais nous pouvons nous appuyer sur des bases solides qui ont été installées en termes de réformes pour espérer, une fois le cap franchi des atermoiements politiques, pouvoir faire mieux et aller plus loin. Monsieur le ministre, la contrainte politique, vous l'avez dit, je vous emprunte l'expression pour pouvoir amorcer la seconde partie de cette émission pour parler vraiment des contraintes politiques qui existent aujourd'hui, comment se porte le pays sur le plan politique et qu'est-ce qui va se passer dans les mois et semaines à venir. Mais avant, nous allons marquer une pause. Monsieur le ministre, chers téléspectateurs, ne partez surtout pas, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. Merci.